Donc aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer une antenne de réception haute fréquence pour éventuellement les déplacements, hein. Donc l'idée, c'est d'avoir une antenne qui est uniquement pour la réception, une antenne qui est transportable, puisqu'elle est légère et qu'elle ne prend pas trop de place. Et l'objectif est de pouvoir couvrir en fait une bande passante qui va d'à peu près 1000 kHz jusqu'à environ 9520 kHz, presque 10 MHz. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir écouter les stations de radiodiffusion et puis également toutes les transmissions numériques qui s'effectuent en haute fréquence, en mobilité. Alors l'idée, c'est effectivement, comme vous le voyez à l'écran, c'est de... Moi je me suis basé sur une dimension 21-29-7. Donc en fait j'ai pris un dos de cadre en verre, qui est voilà, de matériel de récupération, sur lequel j'ai collé 4 petits morceaux de bois. Alors vous pouvez coller du plastique, mais surtout pas de partie métallique, hein, puisque ici l'antenne cadre sur un cadre, donc travaille en magnétique, et le métal perturberait effectivement la réalisation de cette antenne. Donc en fait on va bobiner autour de cette... on va bobiner un certain nombre de spires. Donc au départ, au plus on fait de spires, au plus on pourra atteindre des fréquences qui sont basses. Néanmoins, on est limité parce que entre les spires, il y a un effet capacitif, hein. Donc le principe de cette antenne, c'est un circuit accordé LC. Donc la bobine est formée par les spires que l'on va entourer ici. Donc j'ai choisi une dimension 21-29-7, la dimension d'une feuille de papier. Comme ça c'est assez facile pour le gabarit. Et le nombre de spires initial était de 1 à 14 spires, donc il y avait 14 spires, mais au final on pourrait très bien se limiter à 4 ou 5 spires, puisque j'ai rapidement dû limiter à 9 ou 10 spires, étant donné que au-delà, les spires complémentaires agissent en fait, forment une capacité complémentaire qui vient en fait perturber l'accord sur les autres fréquences, et donc au final on ne peut pas du tout accorder sur les fréquences un petit peu plus élevées. Donc en fait, si on laisse 14 spires, il y a peu de chances de dépasser 3 ou 4 MHz. Alors que si on descend à, on va dire, 6 spires, là dans ce cas-là, on peut facilement atteindre les 10 MHz. Voilà. Alors l'accord en fait se fera avec un condensateur variable. Donc c'est un condensateur ici double cage variable. Ce condensateur, j'ai relié en fait les deux en parallèle, hein, puisque comme ça les valeurs s'ajoutent, ce qui me permet d'avoir une capacité qui monte jusqu'à 680 picofarads. On va dire que le minimum étant de 40 picofarads. Donc ça c'est les valeurs que j'ai mesurées, 40 picofarads au minimum et 680 au maximum. Donc là maintenant l'idée c'est de calculer le nombre de tours qu'il va falloir pour couvrir les différentes bandes de fréquences. Alors pour ça en fait, la première étape, donc il y a une étape de calcul, on va utiliser les formules d'électromagnétisme. Donc on en a, la principale donne la valeur de la bobine en l'inductance l'unité c'est le Henry. C'est égal à la perméabilité magnétique relative multipliée par la perméabilité magnétique dans le vide. Perméabilité magnétique dans le vide qui est égale à 4pi fois 10-7. Hein. Donc c'est du
Tesla, enfin c'est une relation entre le Tesla, Tesla par ampère. Donc grosso modo, en fait, étant donné que ici on est dans l'air, mu r, mu 0, enfin mu r est pratiquement égal à 1, hein, donc on considérera qu'il est égal à 1. En fait, il est un petit peu en dessous, mais on considérera qu'il est égal à 1. Mu 0 sera donc égal à 4π10-7, et en fait l'inductance sera donc égale au nombre de spires élevé au carré. Donc au plus on fait de tours, au plus la valeur de l'inductance est importante, multiplié par la surface. Donc la surface c'est 21,29,7, hein, c'est la surface d'une feuille de papier ici, mais vous pouvez bien sûr adapter ça à vos propres mesures. Divisé par L, L étant en fait quelque part la largeur sur laquelle vous allez bobiner. Donc vous utilisez cette formule pour trouver la valeur de la bobine. Alors il existe une formule, donc ça vous donne celle-ci, hein, mais il existe également une formule simplifiée qui marche assez bien pour les bandes haute fréquence, qui est égale à n carré fois d carré, qui est le diamètre. Alors il s'agit d'un cercle, hein, mais vous pouvez très bien calculer en fonction de la superficie l'équivalent, on peut faire une approximation en calculant l'équivalent d'un diamètre, hein, en prenant la surface et en prenant la racine carrée de la surface pour essayer d'obtenir un équivalent du diamètre. Divisé par 45 fois le diamètre plus 100 fois la longueur. Donc ici la longueur c'est à peu près 1 cm. Alors il faut quand même faire attention aux unités, hein, puisque sinon on risque de se tromper. Dans la première formule, les deux premières formules sont données en Henry. Donc en fait le nombre de tours c'est sans unité bien sûr. La surface est en mètres carrés et donc la longueur est en mètres, hein. Donc il ne faut pas oublier, étant donné qu'on travaille avec des centimètres, et voilà. Cette formule là est plus simple d'utilisation puisque la bobine est donnée en micro-Henry, le diamètre est donné en centimètres, hein, et la longueur et le diamètre ici au dénominateur sont également en centimètres, hein. Voilà. Alors l'idéal en fait, ça serait compte tenu du fait que vous connaissez la capacité minimum et maximum de votre capacité variable qui va venir en parallèle de votre bobine, hein, puisque c'est un circuit LC parallèle. Je rappelle que la fréquence de résonance d'un circuit LC parallèle est égale à 1 divisé par 2π racine carrée de L fois C, L étant la bobine qu'on vient de calculer, et C la valeur de la capacité. Donc en fait dans Excel vous pouvez facilement faire un petit calcul, en fait un tableau, pour toutes les valeurs de N allant de 1 jusqu'à, on va dire, une dizaine de tours, de 1 à 10, vous pouvez calculer l'inductance en Henry que donnera en fait votre montage en fonction du nombre d'enroulements. Une fois que vous avez la valeur de l'inductance calculée pour chacun des tours, 1 tour, 2 tours, 3 tours jusqu'à 10 tours, vous pouvez calculer pour une capacité de 40 picofarads, qui est la capacité minimum, et puis la capacité maximum, 480 pf. Vous pouvez donc sortir la valeur de la fréquence, puisque L égale 1, F égale 1 sur 2π racine carrée de LC. Vous connaissez donc L, vous connaissez C pour la valeur minimum et maximum. Vous pouvez donc en déduire les valeurs limites de la fréquence, fréquence minimum et fréquence max, que vous pouvez atteindre en fonction du nombre de tours que vous allez réaliser. Alors pour information, initialement j'ai calculé, alors je peux même aller plus loin, je peux vous donner les derniers résultats. Ma bobine s'est arrêtée à 6 tours, hein, on n'a pas besoin d'aller plus loin. J'ai dû en enlever en fait, puisque l'effet capacitif était néfaste, et rajouter une capacité
à la capacité variable. Donc en fait, au lieu d'avoir une capacité de 40 picofarads, je me retrouvais avec une capacité plus importante et donc une impossibilité d'accorder le système. Alors avec un seul tour, sur une bobine qui fait 6 tours, puisqu'en fait l'idée c'est de ressortir, comme vous le voyez sur cette image, de ressortir ici des prises en fait, hein, c'est-à-dire avec un petit papier de verre. Une fois que c'est bobiné, on vient enlever la partie vernie qui est sur le fil de cuivre pour souder des sorties en fait. Alors j'ai une sortie pour le premier tour, une sortie pour le deuxième tour et une sortie au quatrième tour. Et puis j'ai aussi rajouté une sortie pour la fin de la bobine, qui a priori ne sert pas à beaucoup. Au premier tour, avec un tour, j'arrive à couvrir de 4280 kHz à 9520 kHz, donc 4,2 MHz à 9,5, avec une impédance mesurée ici, comme vous voyez, avec un rig expert, un analyseur d'antenne. J'ai une impédance qui est à la fréquence de résonance, une impédance réelle de 40 ohms en milieu de bande, c'est-à-dire à 7,1 MHz. 7100 kHz, j'ai 40 ohms à peu près. À 4280 kHz, j'ai 39 ohms. Et à 9520 kHz, j'ai 12 ohms. Alors maintenant, avec deux tours, vous couvrez de 2727 à 8743, avec une impédance à 5 kHz, à 5000 kHz, donc à 5 MHz, qui est de 63 ohms. Et puis pour 4 tours, vous couvrez de 1307 kHz à 6093 kHz, avec une impédance de 40 ohms à 3600 kHz, donc sur la bande des radios amateurs. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez bobiné vos spires et réalisé les différentes sorties, vous pouvez faire les mesures ici. Alors il faut bien sûr rajouter au centre une boucle. C'est la boucle de sortie, hein, celle qui sera reliée à votre récepteur radio. L'accord se faisant entre la bobine et le condensateur, il n'y a rien d'autre, hein, ce n'est pas relié à quoi que ce soit, et en fait votre sortie s'effectue par couplage magnétique entre le circuit résonant LC qui est à l'extérieur et la boucle qui est à l'intérieur, hein. Donc les impédances que je vous ai données sont effectivement mesurées ici entre les deux fils marrons. Donc au final, vous voyez, vous pouvez réaliser également vous pouvez mettre un commutateur avec plusieurs positions pour relier en fait les sorties des différentes spires que vous avez réalisées au condensateur, hein, pour avoir un sélecteur. Et puis ici, j'ai mis également une prise BNC avec un adaptateur pour la sortie vers la radio. Voilà. Alors également, donc ça fonctionne très bien, on n'a pas besoin de préampli, c'est déjà une bonne chose. Néanmoins, le niveau signal sur bruit n'est pas excellent. Il faut dire que le coaxial en fait ramène pas mal de parasites éventuellement dans les environnements bruyants. Et moi j'ai opté pour mettre un préamplificateur à l'intérieur de l'antenne. Alors le préamplificateur, vous le voyez ici, donc c'est un préamplificateur maison, donc plutôt que de relier directement ces deux fils sur la prise BNC, le ground, le commun, est donc relié ici entre l'entrée et la sortie avec le fil qui sert qui récupère le couplage. Et puis donc ici le fil rouge c'est l'entrée du préampli, hein, et le fil bleu c'est la sortie du préampli. Voilà. Alors ce préamplificateur est alimenté en 6 volts avec des piles 1,5 V. Il utilise deux transistors que vous voyez ici, c'est les 2N2222. Quelques composants, résistance, capacité, principalement des condensateurs 100 nanofarads, et puis un TOR avec deux bobinages
Un bobinage de mémoire, ça doit être 6 spires, quelque chose comme ça. Oui, c'est 6 spires côté préampli ou alors 8 spires côté préampli et 3 ou 4 spires sur la sortie. Alors ça, je pourrais vous dire exactement. Voilà, alors la réalisation, donc là on le voit en plus gros, hein, la réalisation de ce préampli, eh bien on va regarder un petit peu le schéma. Donc en fait le schéma que j'ai réalisé utilise des transistors voilà, qu'on trouve partout, qu'on a probablement dans son tiroir. Des 2N2222, l'intérêt du 2N2222 c'est qu'il monte assez bien en fréquence, donc on n'a pas de problème. La capacité entre l'émetteur et la base est, bon, certes, n'est pas excellente non plus. Elle est je crois, d'une trentaine de picofarad maximum. Mais étant donné qu'on rentre avec des impédances qui sont très faibles, on n'a pas de problème vis-à-vis de la fréquence de coupure. Alors ce montage en fait ici, étant donné que... Alors j'ai choisi un montage en basse commune. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu était là, hein, parce que généralement on voit beaucoup de préamplis avec entrée sur la grille d'un transistor à effet de champ, qui est absolument très intéressant lorsque on travaille en champ électrique avec des impédances, voilà, où on a besoin d'impédances élevées. C'est également, je pense, important. C'est important lorsqu'effectivement l'impédance aussi de la source est moyenne. Bon, là en l'occurrence, en fait, étant donné qu'on va travailler soit avec une loupe, une boucle magnétique, l'impédance en fait du système est extrêmement bas, hein. On voit que les impédances mesurées, je vous ai parlé de 40 ohms, 63 ohms, 40 ohms, donc on est un petit peu en dessous de 50 ohms. Mais en fait, dans les extrêmes, on varie au minimum à 3 ohms, 3 ohms jusqu'à 12 ohms. Hein, 3, 12, 39, 12, 8,5. Donc en fait, l'impédance est très basse. Donc l'intérêt de passer sur un montage en basse commune, c'est en fait de bénéficier d'une entrée basse impédance. Alors le premier étage, n'a guère qu'un gain de 1. Il n'est pas là pour réaliser en fait une amplification en tension, mais plutôt une adaptation d'impédance. Donc là, le V1, ici le générateur V1 et la résistance de 5 ohms R2 n'existe pas en fait sur le préamplificateur, hein. Il s'agit ici de la représentation de notre antenne, hein, qui avait été lors de la simulation que j'avais représentée par une résistance série de 5 ohms et un générateur. Le générateur, il est programmé pour une fréquence de 1 MHz. Alors on peut faire varier ici la fréquence et 1 microvolt pour la simulation. Voilà, donc ça on rentre ici directement sur l'émetteur du transistor Q1 entre le ground, le commun, et l'émetteur. Donc ça c'est la partie interne, hein, donc c'est cette partie-là. On va voir. Voilà, c'est en fait ces deux fils, voilà. C'est ici, donc en fait c'est le fil rouge, entre le rouge et la masse ici. Voilà, c'est cette boucle ici, c'est ce qui rentre en fait ici sur l'émetteur du premier transistor. Alors, on va revenir maintenant au logiciel. Voilà, donc là j'utilise LTSpice pour réaliser des simulations. Donc c'est une base commune, donc ici on a une polarisation du transistor Q1 qui est réalisée avec les résistances R7, R8 pour une polarisation automatique et R1. Et R11 également. Donc tout ça concourt à la polarisation en continu, mais vous voyez qu'en régime variable,
les condensateurs C8 et C3 vont venir court-circuiter ici, surtout C8, vont venir court-circuiter la base pour la mettre à la masse. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la base commune. Alors derrière, il y a un condensateur de découplage. Cette fois-ci, un transistor Q2 qui est monté en émetteur commun, avec une polarisation du transistor qui est réalisée par le pont diviseur ici, par les deux résistances R6 R4. Et le gain est réglé, en fait, vous pouvez ajuster le gain en fonction de la polarisation qui est fixée aussi par la résistance R3 et surtout R5 qui va venir ici, on a mis 120 ohms, qui va venir limiter le courant dans le transformateur ici, hein, qui a pour but d'adapter l'impédance et d'isoler en fait la partie récepteur qui est sur la droite de la partie antenne préampli. Donc alors les valeurs 20 microhenry, 10 microhenry sont là uniquement pour la simulation. En réalité, il faut que vous choisissiez le tore qui va bien en fonction de la bande passante sur laquelle, enfin, les fréquences que vous voulez travailler. Généralement, enfin là ici, c'est plutôt 8 tours autour du tore que j'ai fait de ce côté-là, et je crois c'est 4 tours de l'autre côté, ou même pas, en fait peut-être 3 tours, enfin ça il faut que je vérifie. Et puis en régime variable, bien sûr, l'émetteur sera aussi relié à la masse. Donc je pense qu'il faut pas plus de gain que ça. Déjà là, j'observe en fonction des fréquences avec le tore tel qu'il était. J'observe à peu près un gain de x10 à 10 MHz et x60 à 1 MHz. Donc ça c'est lié en fait au bobinage du tore, hein, qui me procure un gain qui n'est pas totalement homogène et linéaire sur l'ensemble de la bande, mais ça pourrait éventuellement s'améliorer par la suite. Le condensateur C7 n'existe pas sur mon montage. La résistance R9 était là, c'est une résistance 50 ohms pour simuler le récepteur. En fait, il s'agit du récepteur qui est branché de ce côté-là. Voilà. Alors on peut faire un essai virtuel, hein, déjà en lançant le logiciel de simulation. Alors on va grossir un petit peu les écrans, voilà. Donc ce que je propose, c'est qu'on aille regarder ici à l'entrée. Donc à l'entrée, vous voyez que on a une amplitude, un signal sinusoïdal. Alors on ne le voit pas encore, mais ça ne saurait tarder, voilà. 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 Donc on a un signal sinusoïdal qui va de plus 1 microvolt à moins 1 microvolt. Et si on regarde, donc ça c'est pour la valeur de mémoire, on a émis 1 MHz. Et à la sortie, si on regarde ici, voilà, on a 60 microvolts. Donc on a multiplié la tension par 60. Hein. Donc je pense que c'est pas mal. Voilà, donc ce schéma, vous pourrez le retrouver sur mon site internet. C'est vraiment un petit montage qui est pas très compliqué à faire. Ici, alimenté avec, il y a un petit bouton on/off. Voilà, j'ai réalisé ça sur une plaque à bande où j'ai percé les trous et soudé les composants, mais on pourrait éventuellement router une carte. Voilà, en tout cas, j'ai fait quelques essais, ça fonctionne très très bien, et ça permet, voilà, lorsqu'on a des récepteurs que l'on souhaite utiliser, qu'on a déjà les antennes de brancher sur d'autres récepteurs, ou lorsqu'on veut se déplacer, d'avoir éventuellement une solution que l'on peut facilement déplacer avec soi, d'autant plus que c'est une solution qui est extrêmement directive. Donc en tournant, en orientant le panneau dans la bonne direction, vous pouvez également améliorer considérablement votre réception. Voilà, en tout cas j'espère que ça aura pu
aider certains d'entre vous. Et puis je vais mettre quelques photos et le schéma sur mon site internet. Merci.